Il y a un peu plus de 50 ans, le 27 avril 1972 à 19h45 UTC, l'équipage de la mission Apollo 16 se posait avec succès dans l'océan Pacifique Sud, à quelques 300 km environ au large de la petite île de Christmas Island. Lors de son décollage, et pour toute la durée de sa mission, vous vous en doutez un peu je crois, le 16 avril à 17h54 UTC, elle embarquait les astronautes John Young, commandant de la mission, Ken Mattingly, pilote du module de commande et qui reste donc en orbite lunaire pendant l'atterrissage, et Charles Duke qui était, lui, le pilote du module lunaire. À l'occasion de cet anniversaire, j'aimerais vous proposer de revenir sur cette mission, son intérêt scientifique et une anecdote unique. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire deux petites choses. En premier, je ne parlerai que sommairement de la chronologie du vol. Apollo 16 ne diffère pas énormément des autres missions Apollo, bien que chacune soit unique. Ayant déjà respecté le format de la chronologie dans les autres épisodes, j'avais envie d'un peu changer le format des épisodes anniversaires d'Apollo, s'intéresser au vol, mais aussi à la Lune, aux résultats, etc. Sur ce, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve juste après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Arrivé sur la Lune le 21 avril à 2h23 du matin et reparti le 24 à 1h25, Apollo 16 est l'avant-dernière mission du programme Apollo, programme qui prit fin en 72 avec Apollo 17, Apollo 16 qui n'est pas toujours la mission dont on se souvient le plus. Il faut dire que, au niveau expérimental, les choses se calment à partir d'Apollo 16. Avec Apollo 15, le Lunar Roving Vehicle, qui permet aux astronautes de se déplacer en véhicule à la surface de notre satellite, est désormais incorporé au programme Apollo, et le programme entre dans sa phase la plus scientifique, où les missions sont désormais bien planifiées. Ce que cela signifie surtout, c'est que les astronautes ont bien plus de temps libre pour la partie scientifique du programme. Ils disent en effet au revoir aux tests de nouvelles procédures et de nouveaux matériels. Cette mission permet ainsi à l'équipage d'Apollo 16 de se focaliser sur la partie scientifique de leur voyage. Cela inclut, bien évidemment, le déploiement du traditionnel ALSEP pour Apollo Lunar Surface Experiments Package, paquet d'instruments déployés sur la Lune par les astronautes et qui inclut un sismomètre passif qui mesure les différentes activités de la Lune et les impacts de matériel humain comme les S-4B, les étages supérieurs des missions Apollo qui étaient envoyés s'écraser sur la Lune. D'ailleurs, pour l'anecdote, le cratère d'impact du S-4B d'Apollo 16 fut pendant longtemps entre guillemets perdu, sans réussir à le localiser. Il fut finalement découvert en 2015 grâce à des données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter qui le découvrit à une trentaine de kilomètres de la zone estimée. Mais bref, l'ALSEP incluait aussi un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique à la surface de notre satellite, un appareil de mesure des flux thermiques pour mesurer les variations de température du sol, et enfin un sismomètre actif, ce dernier utilisant de petites charges explosives pour mesurer la propagation d'ondes sismiques et aider ainsi à mieux comprendre la nature du sol lunaire. D'ailleurs, ce dernier instrument fut lui aussi incorporé dès Apollo 15. Mais l'un d'eux allait, cependant, être endommagé. Un câble de l'appareil de mesure de flux thermique fut en effet endommagé pendant le déploiement de l'instrument, mettant en avant les difficultés à effectuer certaines tâches,
difficultés liées aux combinaisons lunaires qui restent hélas peu pratiques. Mais ce ne fut pas le seul équipement perdu lors de la mission. Un petit satellite, déployé en orbite lunaire, et dédié à la mesure de l'environnement magnétique, du plasma et des particules autour de la Lune, fut lui aussi un échec, n'ayant pas été sur la bonne orbite, alors que celui d'Apollo 15 fut, lui, une réussite. Enfin, pour terminer avec les instruments, on notera que le LRV, le rover lunaire ou Lunar Roving Vehicle, embarquait aussi un magnétomètre que l'équipage disposait d'une caméra spectroscopique en ultraviolet lointain, petit télescope, déployé sur le sol lunaire par les astronautes et qu'ils allaient utiliser pour différentes observations des nébuleuses aux hautes couches de l'atmosphère terrestre. Et enfin, la présence d'un détecteur de rayons cosmiques. De quoi, en ajoutant à ça les diverses photos et échantillons récoltés durant la mission, se faire une bonne idée de l'environnement autour de l'atterrisseur. Et justement, il va être temps d'en parler du site d'atterrissage. Mais avant ça, une petite parenthèse. Lors des missions Apollo 14 et 15, une partie des échantillons prélevés seront datés à avant la formation des mers lunaires qui se sont formées lors de la remontée de magma. Apollo 14 permit notamment de ramener des échantillons remontés lors de l'impact ayant formé la mer des pluies. Apollo 15 trouvera en revanche des roches similaires mais en bordure de la mer des pluies dans la région de Hadley-Apennine. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode sur Apollo 15 pour mieux approfondir ce point. Mais la proximité des sites d'atterrissage d'Apollo 14 et 15 laissera planer un doute. Dans les régions plus éloignées de la mer des pluies, d'autres processus géologiques avaient-ils donné naissance à d'autres types de terrains? Ce fut, justement, le travail de la mission Apollo 16. Ainsi, ce seront les hauts plateaux situés près du cratère Descartes qui seront sélectionnés comme sites. On supposait en effet que ces terrains étaient formés d'un magma différent et plus visqueux que celui des autres sites, malgré un âge similaire au vu du nombre de cratères, outil redoutable pour estimer l'âge d'un astre ou d'une région. De plus, en s'éloignant des autres sites d'atterrissage des missions Apollo, cela agrandit aussi la zone de couverture par les expériences sismiques. D'ailleurs, pour l'anecdote, les ALSEP cesseront de fonctionner en 1977 lorsqu'ils seront volontairement éteints, alors que leur durée de vie ne devait au départ dépasser 1 an et 2 pour Apollo 17. Mais bref. Le site d'atterrissage d'Apollo 16 permet de considérablement élargir le réseau de sismomètres et représente ainsi une sorte de double intérêt. Et les résultats d'Apollo 16 furent plus qu'intéressants. Déjà, la mission permet d'avoir la première photographie de la Géocouronne, la plus haute couche de l'exosphère terrestre, qui s'étend jusqu'à environ 15 fois la taille de la Terre, voire peut-être une centaine, dans la longueur d'onde de Lyman alpha. Pour résumer rapidement, la série de Lyman correspond à différents états de l'atome d'hydrogène, de l'état excité à fondamental et est visible dans des raies bien précises de l'ultraviolet. D'autre part, 2 nouvelles ceintures aurorales entourant la Terre seront également découvertes. Mais surtout, la mission aura permis de réfuter l'origine volcanique de la mer des pluies. S'il s'agit bien d'un bassin d'impact rempli de lave, on sait aujourd'hui que l'origine de la formation vient d'un cratère d'impact qui s'est ensuite rempli de lave, et non d'une gigantesque éruption naturelle, sans phénomène extérieur. Dans l'ensemble, et malgré les quelques difficultés de parcours, Apollo 16 aura été un véritable succès, et cela inclut aussi les sorties spatiales lors du retour sur Terre. Petite parenthèse, on notera d'ailleurs que la région bien plus accidentée du site d'atterrissage permit aussi de valider les capacités d'LM à se poser dans des terrains avec plus de cratères
et qui sont moins bien documentés. Mais revenons encore un instant aux sorties spatiales, car on oublie souvent de le préciser, mais les missions Apollo, ce sont aussi des sorties spatiales, notamment pour récupérer des bandes magnétiques contenant différents enregistrements sur le module de commande et de service. Et cela donne lieu à une anecdote bien incroyable, comme on les aime. Car en début de mission, une semaine plus tôt, Ken Mattingly égara son alliance qui fut recherchée activement sans remettre la main dessus et en se disant qu'elle n'était pas perdue puisque confinée dans le module de commande. Le temps passe et le précieux anneau n'est hélas pas retrouvé. Une semaine plus tard, à 60 000 km de la Lune et 320 000 de la Terre, soit environ 1 797 752 806 bananes, la sortie dont je vous parlais il y a quelques instants a lieu, avec Ken Mattingly qui sort en premier, suivi par Charles Duke. Alors qu'il surveille Mattingly, Duke remarque un objet brillant se baladant devant lui dans le vide spatial. Il réalise, vite, que cet objet brillant est l'alliance de Mattingly. Il tente alors de s'en emparer, mais malheureusement, l'objet est déjà trop loin et sa main se referme dans le vide. Pendant ce temps-là, il continue de s'éloigner dans le vide spatial, se dirigeant vers un Mattingly en communication avec Houston et impossible à prévenir. Mais là où l'histoire est incroyable, c'est que l'Alliance va ricocher contre le casque de Mattingly, qui est en fait celui de Young et qui est plus adapté pour protéger du soleil puisque recouvert d'une fine couche d'or. Au lieu d'aller se perdre dans l'espace, le hasard des choses fait qu'elle revient droit vers Duke, qui réussit alors à l'attraper et à la remettre à son propriétaire une fois la sortie terminée. Enfin, Charles Duke a aussi laissé sur la Lune une photo de lui, de son épouse et leurs enfants. Et je crois, mine de rien, que ces anecdotes sont une assez sympathique façon de terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.